SMEA, c'est le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active et du coup, on a prévu que vous ne soyez pas que spectateurs ou spectatrices, mais que vous soyez des spectateurs et des spectatrices. L'idée, c'est que dans cette conférence, il va y avoir deux grandes parties. Et entre ces deux grandes parties, on va mettre en place une pause où il y aura des synthétiseurs, synthétiseuses, des lieurs, lieuses et des titilleurs, titilleuses qui vont prendre la parole à la fois pour vous résumer la première partie et la deuxième, à la fois pour faire le lien avec les pratiques dans l'enseignement, dans l'éducation, dans l'animation, et à la fois pour poser la question qui empêche de tourner en rond. Ça sera une simple prise de parole et on les traitera toutes ou en partie à la fin de la conférence. Vous avez aussi remarqué que peut-être devant vous, il y a des post-it, vert, jaune, orange, peut-être rose même. Ils serviront pendant le temps de pause avec les synthétiseurs et titilleurs et lieuses, serviront pour vous pour poser les questions essentielles. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait tant de prise de parole que ça, mais plutôt que les questions redescendent vers Mireille tout à l'heure et qu'on puisse les synthétiser pour avoir 3-4 grandes questions essentielles qui seront posées à la fin de la conférence à Gilles. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence et bon, merci pour cette introduction, ça a mis un peu la pression. On va parler d'émotions, de stress, c'est bon, c'est gagné, mais c'est le bon stress, donc ça va nous permettre de démarrer disons, de façon dynamique. Donc, ce que j'ai voulu faire pendant cette heure et demie, c'est simplement, dans un premier temps, de vous résumer un peu les dernières découvertes, je dirais, des neurosciences, et on verra aussi un peu de génétique, et d'essayer de faire un peu une revue, hein, c'est de la vulgarisation, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de faire du lien avec les pratiques pédagogiques qu'on peut avoir en tant que, alors parce que je suis ici à la FDE, donc, que peuvent avoir des enseignants, des éducateurs et des animateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir ce qui a été fait de façon à donner des pistes. Après, on pourra en discuter. Alors, bien entendu, on va parler de l'homme, hein, bien entendu, puisqu'il est question de nos comportements. J'ai un peu ciblé sur apprendre à apprendre, comment le cerveau fonctionne. Donc, on va bien entendu parler de l'homme. Et quoi de plus naturel sur la diapositive suivante. Donc, quoi de plus naturel de démarrer par l'évolution de l'homme. Vous savez que nous sommes tous nés en Afrique, hein, donc on fait partie de la famille des grands singes, et puis à un moment, il y a quelques millions d'années, eh bien, il y a un rameau de grands singes qui s'est distingué des autres, et notamment par la bipédie. Et cette bipédie, c'est ce qui a permis de donner, je dirais, alors l'homo... Donc au début, on parle d'Australopithèque, hein, qui a commencé à avoir une certaine autonomie, et cette autonomie lui a permis de bouger, et sa curiosité lui a permis d'aller de plus en plus loin, de découvrir, et donc en quelques millions d'années, finalement, il a réussi à coloniser l'intégralité de la planète. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, donc la bipédie, on est curieux, on apprend, on développe des nouvelles compétences et on se répand sur le globe. Pendant cette évolution, où on s'est séparé des grands singes, hein, nous faisons partie de la famille des hominidés, donc pendant cette période-là, ce qui est un fait qui est très très important, c'est l'évolution de la taille du cerveau. Le cerveau, donc, par rapport à d'autres espèces, s'est mis à croître de façon énorme, un facteur 2 à 3 quand on compare l'Australopithèque avec l'homme de Néandertal ou l'Homo sapiens que nous sommes. Donc ça, c'est un premier point important à retenir. Et donc l'homme, est de chasseur-cueilleur, il est devenu éleveur, il est devenu cultivateur et n'a cessé de gagner en inventivité. Les connaissances d'Homo sapiens sont aussi énormément progressées. Bon, on a été sur la Lune en 1969, on envoie maintenant des fusées partout dans le système solaire, etc., etc. Et bien entendu, les connaissances dans tous les domaines ont cru de façon énorme. Et notamment, l'homme Homo sapiens, s'est aussi intéressé à lui-même et à savoir comment il fonctionnait. Les découvertes de la médecine ces 2 derniers siècles sont énormes.
Et donc, on voit aujourd'hui tous les progrès qu'ont pu faire les découvertes de la médecine dans le traitement de nombreuses maladies et dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Mais cependant, et ça c'est un point important, il y a quand même une grosse boîte noire qui reste, c'est un peu le fonctionnement du cerveau. Hein. Le cerveau, on va y revenir, donc on commence, il ne faut pas dire qu'on ne sait rien, ce serait complètement faux, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes et il y a énormément de travaux qui sont faits. Donc la question qui se pose, donc diapositive suivante, c'est d'essayer un peu de comprendre comment le tout fonctionne et d'essayer, comme je vous le disais, de faire le lien entre ce qu'on découvre nous en tant que scientifiques et puis finalement le fonctionnement du cerveau. C'est important pour vous, pédagogues et enseignants, pour savoir comment apprendre à apprendre. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de répondre à cette question en 1 heure, bien entendu, et j'ai décidé simplement de cibler sur 4 sujets. Donc 4 sujets. Le premier va concerner la perception du monde extérieur, son décryptage par le cerveau, les conséquences sur l'apprentissage. Donc on va travailler sur les organes des sens. Le deuxième thème va traiter de la plasticité neuronale. Ça, vous connaissez probablement ce terme. Et donc on va voir comment ça s'explique en termes de mémorisation. On verra aussi le rôle des émotions sur la mémorisation. On fera une petite pause pour discuter. Le troisième thème, le troisième focus concernera la génétique, mais ça vous connaissez. L'épigénétique, vous ne savez peut-être pas, donc on expliquera ça et ça nous permettra de revisiter les notions d'inné et d'acquis. Et le quatrième sujet concernera les neurones miroirs, donc ça c'est une découverte récente, et qui va nous permettre de revenir sur l'apprentissage et puis les notions d'empathie et de bienveillance et de voir quelle base ça peut avoir en termes de neurologie. Donc voilà le plan de l'exposé. Donc commençons directement par la première partie centrée sur donc la perception du monde extérieur, son décryptage par le cerveau, les conséquences sur l'apprentissage. Alors, je vais faire à chaque fois que je vais démarrer une nouvelle thématique, quelques diapositives d'introduction pour qu'on parle, vous donner les éléments clés pour permettre de comprendre un peu la suite. Donc des petits rappels de façon à ce que chacun puisse suivre plus aisément. Alors quelques rappels sur la structure du cerveau. Quand on regarde la structure du cerveau, là on est sur un cerveau donc humain. On va regarder un peu une coupe et on va s'apercevoir qu'il est constitué de 3 parties. Et c'est intéressant, ces 3 parties, pour un scientifique, mais sont le fruit de l'évolution. C'est-à-dire que nous, humains, on a un premier en bleu, vous avez cette partie, le cerveau archaïque, qu'on appelle reptilien, c'est l'ébauche du premier cerveau qu'on trouvait chez les reptiles. Ce qui est intéressant, c'est que ce cerveau est responsable, enfin, les fonctions traitées concernent les réflexes, les instincts, l'homéostasie, et du corps, les besoins primaires, la faim, la soif, etc. Au-dessus, en rose, vous avez une deuxième structure qu'on appelle le cerveau émotionnel ou le cerveau limbique. Et donc là, on verra, c'est une zone aussi très très importante. Dans ce cerveau limbique, rappelez-vous un petit mot, hippocampe, c'est joli, c'est pas l'animal qu'on va trouver dans les plages, mais c'est simplement une partie du cerveau, limbique notamment, qui va être impliquée dans tous les phénomènes de mémorisation. On y reviendra. Et finalement, vous avez toute cette partie supérieure qu'on appelle le néocortex. Vous voyez, chez les mammifères supérieurs comme l'être humain, le cerveau est plissé de façon à ce qu'il y ait un maximum de neurones. Chez d'autres animaux, notamment les rongeurs, ce néocortex est lisse. Donc, ce néocortex, lui, est impliqué dans toutes les fonctions qu'on pourrait qualifier de supérieures, le raisonnement, la prise de décision, le langage, l'abstraction. Allez, allons-y, l'homme, peut-être, comme disent certains, mais toutes les fonctions vraiment importantes. Donc, voilà pour une première structure. Donc, rappelez-vous, ce cerveau limbique et ce néocortex. Allons un peu plus loin, et comme je vous ai dit que le néocortex était la zone la plus importante, rentrons un peu dans les détails. Diapositive suivante. Donc, sur cette image, ce que vous pouvez voir, c'est on va détailler un peu les différentes zones. Alors, ce néocortex, c'est la zone la plus importante, une zone importante. Elle est constituée d'air.
Et c'est les neurologues donc des siècles antérieurs qui ont réussi à déterminer à quoi correspondaient ces différentes zones, notamment en regardant les conséquences d'accidents de chasse. Une balle dans la tête abîmait une partie du néocortex et on regardait quelle était la fonction qui était perdue. Et ça a permis de déterminer, notamment, puisque là on travaille, je vais vous parler des organes des sens, bien, on a pu déterminer les zones du cortex qui étaient impliquées dans la vue, cortex visuel primaire en violet, le cortex auditif, olfactif, le cortex aussi sensoriel que vous avez ici. Donc il y a certaines zones du néocortex vers lesquelles arrivent les informations venant des nerfs, donc des nerfs comment dirais-je, de la rétine, de la langue, de l'épithélium nasal et de toutes les terminaisons nerveuses qu'on peut avoir au niveau des doigts, des pieds, enfin du corps. À côté de ça, vous avez en bleu le cortex moteur primaire. Donc là, c'est un cortex qui, comme son nom l'indique, va coordonner toutes les actions motrices qui vont être déclenchées suite à l'arrivée d'informations, et on va revoir ce détail-là, et qui va commander donc aux muscles d'effectuer une tâche donnée. On va revoir ce détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il reste toute une zone jaune. Et cette zone jaune, c'est ce qu'on appelle le cortex associatif. C'est quelque chose d'important parce que vous voyez que initialement les données arrivent par les cortex primaires correspondant aux 5 sens et qu'à côté de ça, vous avez des cortex associatifs. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que finalement, l'information arrive, par exemple, par les yeux au niveau du cortex visuel, mais elle va être mutualisée avec les informations qui arrivent des autres sens pour permettre à chacun d'avoir une représentation la plus claire possible de ce qui se passe et prendre la bonne décision. On va détailler un peu plus ce qui se passe dans le dernier schéma, dans le prochain schéma. Donc, pour prendre un exemple rapide, par exemple, je me promène, je vois un pommier, il y a une pomme. J'ai faim, qu'est-ce qui se passe? L'image se forme sur ma cornée, l'image d'une pomme. Donc, il y a des cellules nerveuses au niveau de la cornée, donc il n'y en a pas que, pour revenir au quiz, il n'y en a pas uniquement que dans le cerveau, bien entendu. L'information va être cryptée sous forme d'un message électrique et va arriver au niveau du cerveau. Donc, toc, vous êtes sur la partie droite, nous sommes là sur la partie du cerveau, et donc là, vous voyez, l'information arrive. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va cheminer par tous les 3 types de cerveau dont je vous ai parlé. J'ai faim, ben, je vous ai dit que le cortex archaïque contrôlait les besoins, notamment la faim. Mais là, l'information j'ai faim va aussi se raccrocher à je vois une pomme. Et puis peut-être on passe après par le thalamus, qui est le cerveau limbique, ben, peut-être que là va se rajouter certaines émotions. Il y a peut-être du monde qui veut la pomme, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille vite. Et donc, le côté émotionnel va interagir aussi, va agir à cet endroit-là, et après, l'information va monter dans le cortex, et là, donc, ça va être mutualisé. La décision, alors donc, il y a tout un circuit, je ne vais pas détailler, parce que je ne fais pas un cours de neurologie, et je ne fais pas un cours de neurologie, mais la décision se prend dans la partie du cortex frontal, et ensuite, on va repartir vers le cortex moteur, et l'acte va repartir, la commande va repartir, et va redescendre via comment dirais-je, la moelle épinière. Donc, ce qu'il faut retenir de cette courte présentation, c'est que, vous avez dans le cerveau une zone émotionnelle qui est très, très importante, et vous verrez l'importance des émotions dans tous les processus qu'on va voir, notamment dans l'apprentissage. Donc, vous voyez que toutes les informations qui montent, ben oui, elles vont s'agréger à des facteurs émotifs, des facteurs primaires. Et deuxièmement, vous avez vu le rôle des cortex associatifs, et on va voir comment ça fonctionne. Alors, diapositive suivante, on va commencer par quelques exemples. Vous avez tous joué autour des odeurs. Je pense qu'il n'y a que des jeunes dans la salle, vous avez tous joué autour des odeurs. Vous connaissez, bien entendu. Donc, vous démarrez, et ça, si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous conseille de le refaire. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous prenez au hasard 10 pastilles. Bien entendu, vous ne connaissez pas, et vous les sentez, et vous essayez de trouver le nom. Mais là, si vous arrivez à dépasser un score de plus de 50%, vous êtes excellent, c'est que vous avez travaillé en amont, c'est sûr. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, mais je la connais cette odeur, mais vous n'arrivez pas à mettre un nom dessus. Donc, je vous conseille de faire un deuxième exercice. Et là, vous demandez à quelqu'un de vous aider, de vous sélectionner
une dizaine d'autres odeurs, mais simplement, dans un deuxième temps aussi, de vous donner une liste des odeurs qui correspondent à ces 10 qu'il vous a sélectionnées. Donc vous avez à la fois les odeurs que vous allez trouver et les petits disques à sentir. Et là, vous allez vous apercevoir que ce sera bien plus facile de trouver. Mais pourquoi? Eh bien là, comment dirais-je, ça illustre ce que je vous disais au niveau du cortex associatif. C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'odeur que vous respirez va donc au niveau donc, de la muqueuse nasale, vous allez sentir une odeur, ça va être codé électriquement par les cellules nerveuses de l'épithélium, et vous allez avoir donc un signal qui va partir au niveau du cerveau. Mais bien entendu, ce signal arrive au niveau du cortex primaire, donc qui est dédié à l'olfaction, et mais en gros, vous savez qu'on est capable de reconnaître plus de 1000 odeurs. Mais donc, se rappeler quel signal faut associer un signal qui correspond à une odeur que vous sentez à un nom. Et là, vous avez une mémoire olfactive qui est dans ce fameux hippocampe dont je vous ai parlé, et il faut associer. Et bien entendu, si on n'a pas d'autres éléments pour choisir, ça va être dur. C'est pour ça que les scores qu'on peut avoir dans un test à l'aveugle, c'est difficile. Par contre, si on vous dit, vous allez devoir sentir la lavande, le muguet, ça, je sais pas, le tilleul, pardon, déjà, vous avez présélectionné dans votre esprit ces odeurs et ce sera plus facile à faire. Donc vous voyez, j'ai essayé d'illustrer simplement cette notion de cortex associatif et vous allez voir pourquoi, parce que je pense que quand on travaille, il faut essayer de mettre en synergie tous les sens possibles. Deuxième exemple, essayez, alors bien entendu, oui, j'oubliais, ça vous rappelle bien entendu la Madeleine de Proust, hein? Proust a bien écrit là-dessus, très belle page. On sent l'odeur de la Madeleine, bien entendu, et ça, immédiatement, ça va vous remémorer des anciens souvenirs. Et là, les souvenirs vont revenir. Là encore, il va y avoir association entre un souvenir encodé et une odeur. Vous sentez l'odeur, l'idée, le souvenir revient. Et cette technique est beaucoup employée par les thérapeutes, notamment pour les gens qui commencent à perdre la mémoire. Donc là, on est vraiment dans le niveau de l'association et des fonctions au niveau du cerveau qui mettent en relation. Diapositive. Alors donc, pour un peu conclure cette partie-là, eh bien, les aires sensorielles associatives reçoivent des afférences du système sensoriel, des 5 sens. Elles analysent et interprètent les informations sensorielles et sont responsables de la perception globale déclencheur d'une action adaptée. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir pour se rendre compte de ce qui se passe autour de soi et avoir la représentation la plus juste de façon à prendre la décision la meilleure. Alors, une autre façon de regarder comment fonctionne le cerveau. Vous connaissez peut-être tous cette image. Et là, je vais vous demander, alors, on va essayer de travailler rapidement, je mets le focus que sur un point parce qu'on pourrait y travailler longuement sur ces illusions optiques. Bon, Descartes a dit nos sens nous trompent, vous allez voir. Et donc, c'est en travaillant sur ces erreurs qu'on arrive à comprendre le fonctionnement. Regardez cette image. C'est une image, une tête d'animal. Que voyez-vous? Un lapin. Un canard ou un lapin? Non, là, faudra... Alors, un lapin ou un canard? Bon, vous voyez les deux. Est-ce que certains ne voient qu'un animal? Oui? Alors, je vais demander aux gens qui ne voient que le lapin ou que le canard, vraiment de bien fixer l'image et d'essayer de voir s'ils ne voient pas l'autre animal apparaître. Ça vient, c'est pas immédiat. Et alors, au bout d'un certain temps, vous allez voir tantôt le canard, tantôt le lapin. Hein? Donc, c'est sûr que si je vous avais mis une carotte à côté, vous auriez vu tout de suite le lapin. Si je vous avais mis une mare, vous auriez vu le canard. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Donc ça, c'est assez intéressant, mais vous avez une image qui est ambiguë. Et donc, le cerveau, dans un premier temps, vous allez à ce que vous connaissez le mieux. Donc, vous allez voir soit le lapin, soit le canard, en fonction de
de vos dernières rencontres. Hein. Donc, vous avez peut-être fait le marché, enfin bref. Donc, en fonction de vos dernières rencontres, Monsieur Canard ou Madame Lapin, donc, vous êtes capable de... Mais votre cerveau, puisque je vous demande de faire attention, il y a un doute, et donc, votre cerveau va passer sur une deuxième étape et va se dire « Ah, l'image est ambiguë, je peux aussi voir un canard. Un canard à l'impact. » Donc, ça, déjà, ce qui se passe, après je ne sais plus ce qu'il y a, vas-y, voilà. Donc, déjà, on est en train de pointer l'idée qu'il y a peut-être deux façons d'interpréter. Hein, il y a un système rapide qui permet de voir quelque chose, puis après, si on vous dit « Attention, ah, oui, je vois la deuxième. » L'image était floue, l'image était ambiguë, et vous voyez, il n'y avait pas assez de données venant, par exemple, de définir un contexte qui permettait de choisir. Vous connaissez aussi sûrement ce test-là. Vous l'avez sûrement fait, je pense. Hein. C'est un test très très drôle, pas pour celui qui le fait. Enfin, vous pouvez essayer. Vous avez une liste de couleurs. Donc, vous allez vous entraîner à lire. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aller très très vite et lire les couleurs, pas ce qui est écrit. Donc, vous voyez, rouge, bleu, vert, noir, rouge, noir, bleu, rouge, violet, bleu. Vous voyez, quand je vais aller vite, je fais des erreurs. Mais bien entendu, ça, c'est automatique parce que on a introduit un biais entre ce que je vois et la couleur. Et donc, si je me remets à me donner comme consigne, maintenant, tu prends ton temps, tu ne fais pas d'erreur. Donc, je vais bien lire rouge, bleu, vert, noir, rouge, noir, vert. Vous voyez, on y arrive, mais on prend plus de temps. Donc, diapo sur la... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais un peu vite, mais ça explique le pourquoi, un peu comment le fonctionnement de notre cerveau. Vous avez une partie du cerveau qui va aller très très vite, hein, c'est ce qui a été décrit comme un système heuristique. On est tous câblés à la naissance avec un système qui permet de répondre très très vite. C'est un système qui va vite, mais qui fait des erreurs, qui prend pas trop d'énergie. Par contre, si je vous dis faites attention, hein, vous avez vu, on arrive à bien lire les couleurs, on arrive à trouver le lapin et le canard, c'est plus long. Et là, les expériences d'imagerie fonctionnelle montrent que c'est une autre zone du cerveau qui prend le relais. Une autre zone qui a été appelée par Olivier Houdet, hein, qui est le cerveau inhibiteur. C'est-à-dire que une image se forme rapidement via le premier système rapide, et puis il y a une autre possibilité, et donc il y a une autre partie du cerveau qui va dire attention, il va falloir inhiber la première réponse qui vient trop vite, en se disant il y a peut-être un piège, et essayer de formuler la deuxième. C'est pour ça qu'on va plus lentement. Je vous conseille tout à fait la lecture d'un Que sais-je d'Olivier Houdet, qui est paru en 1919, qui fait le point là-dessus, sur les différentes façons de comprendre. Donc, pour se résumer, hein, sur cette partie concernant nos sens, ce qu'il faut retenir, alors j'ai été un peu vite, hein, bien entendu, mais je pense que vous connaissez déjà en grande partie ce que je vous explique, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que les organes des sens agissent en synergie. Privilégier donc les approches pédagogiques qui font la part belle à tous les sens est essentiel. Hein. Ça, je pense que quand on regarde Freinet, les sorties, c'est bien plus intéressant d'aller en sortie, d'aller regarder des feuilles, que de regarder sur Internet une flore où vous allez avoir une image que vous ne pourrez pas toucher. Enfin, vous aurez une image d'une feuille, d'une fleur, vous ne pourrez pas la toucher, vous ne pourrez pas la sentir, vous n'arriverez pas à vous faire une image de ce que vous voyez qui va être créée par l'ensemble des informations qui vont monter de tous vos sens. Donc, c'est drôlement intéressant, c'est drôlement de manipuler, de regarder et d'essayer de se construire, donc de travailler quand on le peut, hein, bien entendu. Hein. C'est vraiment important donc d'utiliser, de mettre en synergie tous les sens. Hein. Je vais vous citer Montessori, elle avait tout compris, hein, notamment pour l'apprentissage des lettres. Mais bien entendu, la lettre, on l'écrit avec le doigt dans le sable ou avec un pinceau, donc on agit. Donc là, on joue sur le cortex moteur, on l'entend, on entend le son, on joue avec le son, on va la voir, hein, et puis même, elle a même fait les lettres rugueuses. Hein. Donc, essayez de privilégier dans les phénomènes d'apprentissage tout ce qui peut passer, hein, par la multiplicité
des approches sensorielles, mettre tous les sens en éveil de façon à permettre un apprentissage maximum. Alors bien entendu, comme je vous le dis, attention aux écrans. Pourquoi faire attention aux écrans? Parce que quand on regarde un écran, finalement, alors déjà, ça a été prouvé, là les études sortent, un enfant de moins de 5 ans qui regarde plus de 2 heures les écrans aura des retards au niveau de la lecture, aura des retards au niveau relations sociales. Mais pourquoi? Mais bien entendu, quand vous regardez un écran, vous avez une image déjà qui est appauvrie. Une image d'écran, c'est une image 2D. Je vous rappelle on a une vision binoculaire. Puis vous avez un cadre, vous avez une définition. Donc, je ne dis pas que les écrans, ce soit mauvais, c'est bon, mais par contre, attention, pas trop. Et donc, essayons au maximum d'utiliser tous les sens quand on travaille. La leçon de choses, hein, moi je suis biologiste, je pense que c'était quelque chose de magique. Bien entendu, on n'a peut-être plus la possibilité de le faire, mais manipuler quelque chose, le regarder, c'est vraiment quelque chose de très très formateur. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est, bon, le cerveau interprète les informations reçues en fonction de ses acquis. On y reviendra tout à l'heure. Il peut se tromper. Et donc, hein, notamment quand on a des images qui sont floues, qui sont douteuses. Je vous ai parlé un peu rapidement de ce cerveau inhibiteur. Eh bien, il faut entraîner son cerveau inhibiteur. C'est-à-dire que d'un point de vue pédagogique, et notamment ça c'est très important pour développer le sens critique, il faut se méfier de vouloir répondre vite et d'aller très très vite. Ça, vous fonctionnez sur le système heuristique qui va vous donner une réponse. Ça va vite, c'est très important pour un réflexe. Hein. Vous voyez une pierre qui tombe, il faut vraiment bien réagir. Par contre, quand on a une question un peu plus, je dirais, métaphysique, ça vaut le coup de réfléchir. Donc, il faut aussi muscler son cerveau inhibiteur. Et là, donc, ça veut dire quoi? Mais ça peut être intéressant de dire, attention, mais ça, je sais que c'est déjà fait, hein, certains exercices de dire, attention, il y a un piège. Déjà, là, vous mettez la personne, vous lui dites, attention, réfléchis. Et là, ça va être une autre zone du cerveau qui va travailler. Ça, c'est très intéressant aussi à développer. C'est pour ça que certaines personnes disent que le sport, c'est très important pour développer cette partie du cerveau, parce que dans le sport, vous avez des règles. Donc, on a envie de rentrer dans une action motrice. Ah, oui, mais je joue au basket. Ah, pas plus de 3 passes exactement. Il y a des règles. Il faut à chaque moment contrôler ce qu'on fait via ce cerveau inhibiteur. Donc, importance de jouer sur les différents systèmes d'explication, de fonctionnement du cerveau qu'on a développé. La musique aussi est très bonne aussi pour développer cette partie-là. Le dernier point sur lequel je veux intervenir, c'est qu'il faut savoir aussi réduire les informations qui arrivent au cerveau. On dit souvent le cerveau, il fonctionne qu'à 10%. C'est faux. Le cerveau reçoit constamment énormément d'informations et la majeure partie des informations viennent du cortex visuel. Donc ça peut être bien des fois de fermer les yeux, hein, de faire une mini-sieste, vous asseyez tranquillement dans une chaise, vous fermez les yeux 3 minutes. Vous allez éliminer énormément d'informations qui vont arriver. Hein. En gros, il y a 20 à 24 images par seconde qui sont analysées par le cerveau. Donc vous vous rendez compte du nombre de données qui arrivent dans ce cerveau. Et donc, le cerveau, il n'arrête pas de regarder, de tester. Et si vous coupez ces informations qui remontent au cerveau, vous allez lui laisser plus de temps pour faire autre chose. Et donc, c'est un peu la base de tout ce qui est méditation, de pleine conscience. On arrive, en se mettant au calme, en essayant de supprimer les informations visuelles qui arrivent de partout, le bruit aussi, on arrive à être plus attentif. Et l'attention, c'est quelque chose aussi d'important pour avancer sur un problème de réflexion, sur un problème qui vous travaille. C'est aussi la base un peu de tout ce qui est le yoga. Les gens qui ont fait de l'éducation nouvelle, vous avez peut-être entendu parler d'eutonie, où cette fois-ci, pour essayer de diminuer cette charge sensorielle qui arrive par ces informations, va consister à essayer de se recentrer sur soi-même, et notamment sur son corps, sur l'état de contraction de ses muscles. Hein. C'est ce qu'on appelle le 6e sens. Hein. D'où ma question dans le, dans le quiz. Il n'y a que 5 sens. Oui, mais on rajoute la proprioception qui renseigne le cerveau. Donc il y a des capteurs au niveau de nos muscles et de nos tendons qui permettent au cerveau de savoir exactement
dans quel état de contraction est votre corps, de façon à pouvoir lancer une autre action motrice. Donc, se recaler sur des signaux qui viennent de l'intérieur, ça permet aussi d'apporter un grand calme. Et ça, on va le voir après sur l'influence du stress, c'est vraiment important de savoir se ménager des moments de calme où on diminue l'information qui arrive au cerveau pour baisser le calme et pouvoir travailler tranquillement. Donc voilà, je pense que j'ai fini cette première partie. Comment? Cette première sous-partie, oui, excusez-moi. Qui était donc, alors j'ai été vite, hein, j'ai vraiment axé sur certains points, hein, donc qui était consacré aux organes des sens, comment le cerveau traitait l'information et surtout comment, quelles pistes on pouvait avoir pour se dire essayons d'apprendre mieux et d'être dans de meilleures conditions. Alors, la deuxième partie, tout le monde a entendu parler de plasticité neuronale, je pense, hein, tout le monde. On va essayer de revisiter ça un peu sur la base donc de données assez récentes, et puis surtout ce que je vais essayer de vous montrer, c'est le rôle des émotions dans le, comment dirais-je, dans cette plasticité neuronale, parce que vous allez voir que ça joue, et je pense qu'en tant que pédagogue, c'est quelque chose d'important à intégrer. Alors, on continue, ben oui, quelques diapositives pour situer le sujet. Bon, vous savez que le cerveau est constitué essentiellement de cellules nerveuses ou neurones. Il y en a quand même 100 milliards, donc c'est déjà pas mal. On est avec un stock de cellules nerveuses, ces cellules ne se divisent pas. Donc, on va les perdre tout au cours de sa vie. Par contre, chacune, on va le voir, est capable de se connecter les unes aux autres. Et en moyenne, une cellule nerveuse peut se contacter à 10 000 autres. Donc, vous voyez, 100 milliards multiplié par 10 000, ça commence à faire un réseau intéressant. Et si on compare ça à un ordinateur, ben, tous les ordinateurs les plus perfectionnés qu'on a n'arriveront pas à arriver à la taille de la complexité du cerveau humain. Donc, à quoi ressemble une cellule nerveuse? Alors, bien entendu, les cellules nerveuses, il y a d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, qui sont aussi très importantes pour le fonctionnement de la cellule nerveuse. Donc, une cellule nerveuse, voilà, ça ressemble un peu à ça. Vous avez une partie, là, vous voyez, c'est une cellule. En vert, vous avez le noyau. Rappelez-vous, le noyau, on va y revenir pour la génétique. C'est là où se trouve l'ADN, on y reviendra tout à l'heure. Mais surtout, ce corps cellulaire a des prolongements qu'on appelle les dendrites. Et ces dendrites, ben, ça va être les éléments qui vont faire connexion avec les autres. Donc, on a un corps cellulaire, on a des dendrites, et puis on en a une qui est un peu plus grande, qu'on appelle l'axone, qui peut être mélisine ou pas, bon ça c'est un détail, qui peut faire 20 à 30 cm, hein, parce que vous avez des nerfs qui sont très très longs, et qui se terminent par une arborisation terminale avec synapse, et c'est ça, c'est l'autre partie de la cellule nerveuse qui va rentrer en contact avec d'autres. Donc vous voyez, il y a une synapse peut faire connexion avec des dendrites d'une autre cellule. Donc là, c'est un schéma que vous avez, et vous voyez ici donc une coupe de cerveau. En vert, vous avez le noyau, et vous voyez ce qu'on appelle le réseau, qui donc est constitué de ces dendrites et de ces synapses. Alors, ce qui est intéressant de savoir, maintenant là je vous ai parlé un peu d'anatomie, ce qui est important, c'est de voir au niveau fonctionnel comment ça fonctionne. Les dendrites vont avoir comme rôle de recueillir l'information. Elles sont connectées possiblement à 10 000 autres cellules, elles recueillent les informations qui viennent de partout. Au niveau du corps cellulaire des dendrites, il va y avoir une intégration, parce qu'il faut savoir qu'une cellule nerveuse, elle n'est que dans deux états, basale ou activée. Et donc, elles vont recevoir, une cellule donnée va recevoir des informations différentes des différentes cellules, et elle va décider si elle est activée ou pas, et si elle est activée, vous avez un potentiel d'action qui va être envoyé via l'axone aux cellules voisines. Donc vous voyez, ce niveau d'intégration, c'est très important, et quand on réfléchit bien, au niveau du cerveau, vous avez plusieurs couches de neurones, et donc à chaque fois, vous avez une intégration qui a lieu. Quand on voit le nombre de cellules, 100 milliards, 10 000 connexions, vous voyez le nombre d'interactions qui peut être fait. C'est ce qu'on appelle
c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Et quand on regarde actuellement comment fonctionnent les nouveaux ordinateurs, les personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle ont tout compris. Ils se sont dit que c'était quand même le meilleur moyen de fonctionner. Et les nouveaux ordinateurs, maintenant, sont bâtis sur la base de ces réseaux neuronaux. Vous avez un livre très très bien, Yves Lequin, récemment, donc qui détaille ça. Donc nous avons sous la tête, sous la boîte crânienne, le système, l'ordinateur le plus performant au monde. Comment ça marche? C'est ce qu'on va voir par la suite. Rapidement, hein, bien entendu. Diapositive suivante. Alors là, je vais vous montrer un peu comment on parle de plasticité neuronale et ce qui se passe. C'est des travaux qui ont été effectués donc, au laboratoire, hein, donc, par l'équipe où je travaille, de Frédéric Janto, et donc qui vont vous permettre de voir ce qui se passe au niveau d'un réseau neuronal quand on va réaliser une action motrice. Alors, on travaille fait sur des rats génétiquement modifiés, où les neurones sont fluorescents. Donc, on peut regarder les neurones par une approche non invasive. Et donc, on va soumettre le petit rat, la petite souris, on va le soumettre à des épreuves motrices. Vous voyez, on va le mettre sur un cylindre qui va se mettre à tourner et on va lui faire des petites expériences de 2-3 minutes pour qu'il apprenne à se maintenir sur le cylindre qui tourne. Et on va regarder toujours la même épine dendritique. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, on va démarrer avant de faire une session d'apprentissage. Et vous voyez, il y a un axone et il y a des petites bulles qu'on appelle des épines dendritiques. Les épines dendritiques, c'est les zones de l'axone qui vont faire connexion avec les dendrites d'autres. Donc, qui vont permettre l'établissement d'un réseau. Et donc, regardez, je regarde mon axone, je fais une ou deux sessions motrices et je peux suivre donc d'un point de vue longitudinal ce qui va se passer au niveau des épines dendritiques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous allez avoir des épines qui vont être supprimées. Regardez, celle-ci a disparu après une session motrice. Par contre, en rouge, regardez, vous avez des épines qui apparaissent. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est la base de la plasticité neuronale. Il y a une action motrice. Votre réseau est en train de se modifier. Et c'est ça un peu la base de la mémoire. C'est-à-dire qu'une action motrice va pouvoir encoder une certaine information par le biais de la constitution de ces réseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut faire plusieurs sessions hein, pour avoir donc un développement optimum de ces épines. Et après, on attend une semaine. Hein, donc, on attend une période de consolidation et on recommence. Et on s'aperçoit en bleu que certaines épines demeurent, même après 10 jours, même s'il n'y a pas eu d'entraînement pendant les 10 jours. Donc, il y a un phénomène de phase de consolidation, mais les épines qui ont été créées lors des sessions motrices, à condition d'en faire une série, demeurent. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est la base. Hein, vous voyez, on parle de plasticité neuronale parce que lors d'une action motrice, il va y avoir apparition de nouvelles connexions et ces nouvelles connexions peuvent perdurer. Et c'est la base, diapositive suivante, c'est la base, je dirais, de la plasticité neuronale. Ce que je vous ai montré là, c'était des images qui étaient réalisées donc à l'échelle d'une cellule. Regardons ce qui se passe au niveau d'un tissu. Et donc là, vous avez une coupe de cerveau humain à la naissance, à 3 mois, à 2 ans. Vous voyez, en noir, ce sont les noyaux cellulaires, et donc les filaments, c'est le réseau neuronal. Mais vous voyez que, bien entendu, pendant les 3 premiers mois, ce réseau va se densifier. Ce n'est pas le nombre de cellules qui va changer, mais c'est la connexion. S'il y a des épines dendritiques qui se passent, il va y avoir des connexions. Et là, regardez, à 2 ans, et c'est bien ce qu'on dit, le petit humain est né, il a ces 100 milliards de neurones, mais ils ne sont pas connectés. Hein, c'est pour ça qu'on ne sait pas marcher. Hein. Il faut apprendre à certaines cellules à se connecter pour que la marche devienne effective. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'apprentissage du réseau... Ah oui, pardon. Donc ça, c'était pour vous montrer la densification. Alors, une belle histoire maintenant, hein, pour concrétiser ça, l'histoire des chauffeurs de taxi londoniens. Londres est une grande ville, 25 000 rues. Et malgré le GPS, on demande aux chauffeurs de connaître les 25 000 rues et de savoir d'aller d'une zone à l'autre. Donc, ils passent des examens, ça prend 2-3 ans pour se former. Et l'équipe de McGear, hein, en 2000, a fait passer des tests
des tests à ces gens-là, et notamment à mesurer par IRM fonctionnel la taille de la zone du cerveau dédiée à la mémoire. Je vous ai parlé de cette fameuse hippocampe. Avant. Et après, ils passent leur examen, ils l'ont, et ils regardent la taille de cet hippocampe. Il y a un épaississement énorme de cette zone de l'hippocampe. Le contrôle qui vient, un chauffeur de taxi, c'est bien, on parle des retraites actuellement, c'est pas mal. Ils vont à la retraite eux aussi, peut-être en Angleterre, 67 ans, je ne sais pas, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant, après 18 mois, de regarder, ils ne travaillent plus. On regarde la taille de leur hippocampe, et bien de nouveau, elle a régressé. C'est pour ça qu'on parle de plasticité neuronale, c'est-à-dire que l'action, c'est cette action de réfléchir qui leur a permis d'engranger des souvenirs, et tant que l'action est là, ben le circuit reste. Donc toute action motrice, cognitive, toute émotion, parce que c'est valable aussi pour les émotions, provoque une activité électrique dans le cerveau qui modifie le câblage du réseau. C'est la plasticité neuronale, elle constitue la base de la mémoire. Diapositive suivante. Oui. Je vous ai dit que c'était intéressant de parler de l'émotion. Vous vous rappelez, quand je vous ai montré la structure du cerveau, je vous ai dit que les informations, elles remontaient par ce fameux cerveau limbique. Eh bien, on va avoir tout à fait l'importance ici. On reprend la petite expérience sur nos animaux, nos souris de laboratoire, qui ont un circuit neuronal qu'on peut voir évoluer au cours de séances d'apprentissage. Et là, on va prendre cette fois-ci, alors on a vu que le réseau était plastique, il y avait des épines qui arrivaient, qui se créaient, mais on va jouer sur le stress. Alors on peut stresser un animal soit en le soumettant à des tests, soit en lui injectant des corticostéroïdes. Donc, puisque l'hormone du stress, vous le savez, chez l'homme et chez les mammifères, c'est le cortisol chez l'homme, la corticostérone chez les rats et les souris, mais quand on est stressé, on a un fort taux de cortisone, c'est très très élevé. Et donc, on a refait la petite expérience, mais avec des animaux contrôle en noir non stressés et avec des animaux qu'on a stressés chimiquement en injectant de la cortisone. Eh bien, regardez les courbes. Selon que l'on met plus ou moins l'effet dose dépendant, selon si en bleu, on est à 15 nanogrammes kilo, enfin peu importe, une zone importante, mais vous voyez que si on regarde l'influence donc du stress via la cortisone, on a une modification de la formation des épines, on a aussi une modification de la dégradation. Donc il y a un turnover et le stress joue sur la plasticité neuronale. Donc c'est quelque chose de vraiment très très important. Quand on apprend, il faut faire attention au contexte dans lequel on apprend. Si on est dans un contexte stressé, ça va influencer sur. Alors il y a énormément de travaux qui permettent de préciser exactement à quel moment il vaut mieux avoir son cortisol ou pas. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le stress, au niveau de la plasticité neuronale, c'est quelque chose d'important. Alors, donc, on va essayer de résumer cette partie, cette deuxième partie, concernant la plasticité neuronale. Qu'est-ce qu'on a vu lors de cette partie? Mais on a vu que apprendre finalement, c'est créer, c'est apprendre à des neurones à travailler ensemble et à garder un réseau de neurones qui travaillent ensemble. On appelle ça un engramme, donc en termes scientifiques. Donc apprendre, c'est créer un réseau de neurones capable de travailler ensemble sur le long terme pour effectuer efficacement une tâche. C'est ce qu'on appelle une mémoire électrique synaptique. Donc ça, c'est la base de la mémoire. Vous avez vu, quand on fait des actes moteurs ou cognitifs, on imprime via ces réseaux. Ce qui est important aussi, notamment quand on s'intéresse à l'apprentissage, c'est clair, répéter, c'est quelque chose d'important. Quand on apprend à lire notamment, il faut répéter, de façon à permettre la formation de ce réseau. Il faut consolider, et on a vu aussi que le milieu et le contexte émotionnel jouaient un rôle vraiment important. Si on est stressé très fort, ça va être défavorable. Le petit stress qu'on a au début, le petit stress que j'avais avant de prendre le micro, avant de démarrer, il est bon. Parce que ça va me doper, ça va me donner la quantité de glucose nécessaire pour tenir une heure. Mais par contre, si vous avez des doses de cortisol élevées, pendant des mois, là vous allez être épuisé et ce ne sera pas bon. Donc il y a énormément d'études de fait. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, j'ai vu que j'avais raté une chose,
L'influence du milieu. On a fait, sur la densification, sur les réseaux, eh bien, ce qui est clair, c'est qu'on a fait une expérience où on a pris des jeunes ratons, donc, qui avaient un réseau neuronal pas trop densifié, et donc on a pris la même portée, pour ne pas avoir de variation génétique, on l'a divisé en deux, une est mise dans une cage où il n'y a rien, il y a simplement de l'eau et des croquettes, et dans l'autre, il y a de l'eau, des croquettes, mais aussi il y a plein d'éléments pour jouer, des petits objets, du coton pour qu'il se fasse un nid, enfin un milieu qu'on appelle enrichi. Et là, c'est très clair, on regarde au bout d'un mois, eh bien la densité du cortex, elle est épaissie dans la cage des animaux qui sont dans un milieu enrichi. Donc l'influence du milieu, et ça je pense que les conséquences pédagogiques, elles sont évidentes. Bien entendu, le milieu, tout ce qu'on peut mettre à disposition, ce qu'on peut faire avec des enfants quand on veut apprendre, s'ils sont dans un milieu riche, ça va automatiquement aider au phénomène d'apprentissage, au développement de connexions synaptiques. Le milieu, le contexte émotionnel, bon, ça je vous ai montré cette petite expérience sur le cortisol. Et la conclusion aussi, c'est on apprend à tout âge. Super, on est tous jeunes ici, il n'y a pas de problème. Mais ce sera pour les gens plus âgés que nous, bien entendu, mais on apprend à tout âge. Il suffit on perd des neurones. Alors ça, c'est sûr, à partir de 20-25 ans, on va perdre des neurones. Mais ce qui est important, vous le savez, c'est la qualité des interactions que vont pouvoir faire ces neurones pour apprendre. Donc toute action motrice ou toute relation sociale, ça crée des interactions au niveau de votre cerveau, et c'est ça qui va permettre de garder une bonne, de façon à être toujours dynamique et de ne pas se laisser aller, pour le dire vite. On va avoir droit à donc 3 étapes. Et la première étape, je donne la parole à notre synthétiseuse de la conférence pour nous raconter les 2 premières sous-parties en 3 mots et 3 phrases pour chacune. J'ai eu pour mission de synthétiser ces 2 parties, ce qui était compliqué un petit peu. Bon, j'essaye. Alors, ma mission, c'était de le faire en 3 mots, en 3 phrases. Donc, il y a eu 2 sous-parties. J'avoue, les 3 mots sont un peu plus longs. Pour la partie 1, mes 3 mots-clés sont zone spécialisée du cerveau. Le second, c'est la synergie des sens, qui m'a semblé être importante dans ce qu'on racontait. Zone spécialité du cerveau, ça me permettait de ne pas utiliser les mots scientifiques. Voilà. Et mon 3e mot, en fait, c'est une association de mots, parce que pour comprendre la réception des informations, je me suis dit qu'il y avait comme une espèce de schéma circulaire, et donc ça commencerait par le signal qui est réceptionné par le cerveau, qui est puis perçu, et enfin l'action. Donc en 3 mots, il y a 4 mots. Signal, réception, perception, action. C'était un exercice difficile. Concernant mes phrases de synthétiseuse, la première, c'est la zone émotionnelle du cerveau est très importante. Tous les signaux, toutes les informations y passent. Vous pouvez m'interrompre. Hein. Ensuite, ma deuxième phrase clé, c'est les cortex associatifs ont un rôle majeur dans la synergie des sens. Et enfin, plus facile à comprendre, il y a 2 façons d'interpréter les informations, une façon lente et une façon rapide. La façon rapide peut conduire à des erreurs, alors que la façon lente est plus fiable. C'est le cerveau inhibiteur. Pour la deuxième partie, mes 3 mots-clés qui sont au nombre de 4. Le premier mot-clé, c'est neurone. Le deuxième mot-clé, où il y en a 2, c'est connexion et réseau. Mais c'est un peu synonyme, alors ça passe. Et mon 3e mot-clé, où il y a aussi 2 mots, c'est plasticité neuronale. Voilà pour les mots-clés. Concernant les phrases que j'ai relevées, commençons facile. La première, c'est « Le cerveau est l'ordinateur le plus puissant au monde ». Le second, c'est « Les émotions jouent un rôle majeur dans la plasticité neuronale ».
Et en fait, j'en ai 4. La troisième, c'est les actions émotionnelles, cognitives, motrices modifient le réseau neuronal, c'est donc la plasticité. Et enfin, parce que c'était à la fin et c'était pas mal aussi, apprendre, c'est créer des réseaux neuronaux, et donc apprendre, c'est apprendre à apprendre aux neurones à travailler ensemble. Ben moi aussi, Christine, tu m'excuseras, mais j'ai réinterprété la consigne. Hein. Donc la consigne, c'est des 3 phrases, mais ça va être plutôt 3 échos plutôt que 3 phrases. Donc la première, sur la première partie, il a été question de multisensorialité, et j'ai relevé cette phrase. Quand on travaille, il faut essayer de mettre en synergie tous les sens possibles. Je la mets en lien avec le fait que dans les milieux enseignants, l'idée que certains élèves seraient plus visuels, d'autres plus auditifs et plus kinesthésiques est très répandue. Cette idée n'a jamais été prouvée par aucune recherche, et vous parliez vous-même tout à l'heure du primat du visuel pour tout le monde. En revanche, ce qu'il est intéressant quand on est un enseignant, c'est de travailler ces différents systèmes de perception et de les mettre en convergence. Et vous avez dit, mettre tous les sens en éveil pour un apprentissage maximum. C'est mon premier point. Le second concerne le loto des odeurs. Et l'écho que je ferai du point de vue pédagogique, c'est qu'il est toujours plus intéressant de travailler avec des corpus fermés, construits, contrôlés, qu'avec des corpus trop ouverts. Et enfin, pour donner un exemple par rapport à ce système inhibiteur pour lequel vous avez évoqué Olivier Houdet, un des exemples qu'il donne lui-même d'ailleurs, quand j'écris « je les mange », la proximité du lait avec « mange » fait que j'ai fortement envie de mettre un S à mange, qui est la marque du pluriel. Et donc, il faut inhiber cette envie et réactiver le fait que la terminaison du verbe elle a quelque chose à voir avec le sujet pour ne pas mettre ce S. Je passe à la deuxième sous-partie, et là, ça sera seulement 2 échos. Vous nous avez dit que le stress jouait un rôle important sur la plasticité neuronale. Je voudrais ajouter qu'il joue également un rôle important dans les phases de restitution, parce que même si on a bien appris, au moment de restituer, le stress peut nous gêner, le stress peut nous embêter. Et j'ai en mémoire une petite Vanessa que j'avais en classe dans les années 90, pour qui les moments d'évaluation étaient terribles parce qu'elle oubliait tout ce qu'elle avait appris. Les réseaux neuronaux étaient pourtant là, puisqu'elle pouvait les réactiver à d'autres moments quand elle était moins stressée. Le deuxième point, ça va être sur l'idée de consolidation, pour laquelle vous n'avez pas cité Stanislas Dehaene, mais qu'on cite parfois sur cette idée-là. Donc je voudrais vous apprendre à faire quelque chose, et vous verrez que vous l'aurez oublié très vite si vous ne le consolidez pas. Vous avez, pour certains d'entre vous, appris au collège, ou peut-être en seconde, je ne sais plus, que a carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de a moins b. Et ça devrait nous permettre de calculer mentalement, rapidement, 47 fois 53. Puisque 47 fois 53, tout le monde se dit, il me faut le téléphone, mais il se trouve que c'est 50 moins 3 facteur de 50 plus 3, et donc c'est 50 au carré moins 3 au carré. 2500 moins 9 égale 2491. Cet apprentissage-là, il faudrait que nous le répétions souvent et qu'ensuite nous espacions les répétitions, voir la courbe d'Ebbinghaus sur l'oubli et la remémoration. Et si on faisait ça, alors vous sauriez tous faire des 42 fois 58, par exemple, ou des 94 fois 106 très facilement. Non, je ne vais pas beaucoup titiller, c'est simplement que sur ces 2 premières parties que j'ai trouvé fort intéressantes, bon, je me pose des questions. C'est que dans le rôle de l'école ou de l'enseignement, on se rend compte que la multiplicité des sollicitations et donc la mise en place d'un milieu qui permet de répondre à des tas de sollicitations, d'utiliser des outils de manière active est déterminant dans l'éducation. Alors moi, je pose la question, dans cette perception, quel rôle on doit avoir pour corriger en quelque sorte le déterminisme social. Sur la deuxième partie, j'ai retenu quelque chose d'intéressant, c'est que on apprend à tout âge,
et jusqu'au dernier moment. Donc il y a parfois à certains moments, on se rend compte que quand on passe un certain âge, on a des problèmes de mémoire, etc. Est-ce que c'est illimité? Est-ce que ça va jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut apprendre vraiment, réellement jusqu'au bout? Ou est-ce qu'on est limité par la perte de neurones à un moment donné, quoi? Gilles, on peut entamer la deuxième grande partie composée elle-même de 2 sous-parties. Donc reprenons maintenant sur un nouveau thème, hein. On va changer. On avait vu un peu de neurosciences. Maintenant, on va revenir un peu à des données qui concernent la génétique. Alors la génétique, vous connaissez tout, je pense. L'épigénétique peut-être un peu moins, et vous allez voir que ça ouvre de nouveaux horizons, notamment pour mieux comprendre les notions d'inné et d'acquis. Alors, je vais faire comme pour les autres parties. On va commencer par une première diapositive où on va avec quelques rappels. Mais vous savez que nous naissons tous de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, ça donne un œuf, et cet œuf va se développer, et à chaque génération, eh bien, on est capable de se reproduire identique à nous-mêmes, enfin, à l'espèce, j'entends. Donc, si on arrive à se reproduire identique à nous-mêmes, c'est qu'il y a un plan. Hein, il y a un plan pour construire le vivant. Et vous savez tous où est ce plan-là. Hein. Ce plan, il est dans le noyau de chaque cellule. Hein. Dans le noyau de chaque cellule, vous avez ce qu'on appelle les chromosomes. Ça, je pense que vous savez que nous en avons chez l'homme 23 paires. Et ce brin de chromosome est formé, vous le savez, d'ADN. Hein. Acide désoxyribonucléique, découvert par Watson et Crick, et donc qui a eu le prix Nobel pour cette découverte. Cet ADN, ça, c'est intéressant, c'est une double hélice qui est formée. Alors, il y a des barreaux, et le codage, il se fait avec les barreaux. Pour chaque barreau, j'ai 4 possibilités. Hein. Ça vous rappelle peut-être des vieux souvenirs, c'est les fameuses bases pyramidiques, les bases qui sont au nombre de 4, ATGC, mais on n'est pas là pour faire un cours de génétique. Sachez que donc, au niveau du génome humain, j'ai 3,1 milliards de bases. Et pour chaque possibilité, donc, j'ai 4 possibilités. Donc, vous voyez, au niveau codage, c'est monstrueux. Ce qu'on peut coder pour, notamment, avoir comment dirais-je, le plan du vivant. C'est 4 à la puissance 3,2 milliards. C'est c'est énorme. Je ne sais même pas combien de zéros, je ne sais pas combien il faudrait de pages pour écrire ça. Donc, on a une capacité de stockage énorme. Et la génétique, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qui est inscrit là-dedans. Donc, on a un filament d'ADN, et alors, pour définir la notion de gène, qu'est-ce que c'est qu'un gène? C'est une partie fonctionnelle d'un brin d'ADN, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va coder pour une protéine en général, non, qui code pour une protéine, oui. Et une protéine, ça va être un muscle, ça peut avoir un rôle fonctionnel, mais ça peut être aussi une enzyme, donc c'est une autre protéine qui va, au niveau de la cellule, permettre à la cellule d'effectuer tout son métabolisme, de consommer du glucose, d'avoir de l'énergie. Donc, tout est codé par cet ADN et ces gènes. Et nous avons 21 000 gènes. Donc, hein, si vous regardez bien dans le quiz, je vous avais dit, est-ce que le nombre de gènes est lié à l'intelligence? La réponse est non. Chez le riz, il y en a 37 000. Nous n'en avons que 21 000. Je vous laisse conclure. Donc, 21 000. Ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est quelque chose à bien retenir, c'est que ce filament d'ADN, finalement, on peut le débobiner. C'est une double hélice. Et vous voyez, c'est enroulé, réenroulé, enroulé autour de certaines... On va appeler ça des bobines, hein, ça s'appelle, c'est des protéines, c'est des histones. Donc, c'est très compacté. Un filament d'ADN, si je débobine l'ADN qu'il y a dans chaque cellule, j'en ai pour 1 mètre. Et ça rentre dans 10 microns. Donc, vous voyez, au niveau rangement, super la cellule. Hein? 1 mètre en 10 microns. Vous allez voir l'influence que, gardez bien ça en tête, ça va bien nous aider. Donc, la génétique traite du stockage de l'information et de la duplication nécessaire à la vie. Ceci étant dit, maintenant, regardons un peu, alors là, regardons un peu les conséquences que ça a. Bon, on va commencer par les travaux qui ont été faits chez l'animal, on passera à l'homme après, vous inquiétez pas, et on va essayer de voir comment sont transmis les caractères et les comportements. Et on va voir si tout dépend du gène ou pas, d'où ma question, l'inné et l'acquis. Alors, vous avez tous entendu parler de Mendel, hein, on a tous appris ça,
les petits pois. Il s'est aperçu, avant qu'on sache qu'il y avait des chromosomes, avant qu'il y avait de l'ADN, il avait découvert les lois de transmission des caractères, les pois lisses, les pois ridés. On a tous fait des exercices de génétique là-dessus. Il avait défini des règles qui mettaient en évidence clairement que les caractères se passaient d'une génération à l'autre, et en fonction de lois bien claires. Hein. Par exemple, pour les yeux, il y a un gène. Hein, pour la peau, il y a 3 gènes. Et donc, on arrive à trouver des lois très très simples qui expliquent donc notre aspect physique. Hein. Alors, donc ça, c'est assez simple à comprendre. Ça devient plus compliqué quand il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans la réalisation d'une morphologie donnée. Mais par contre, si on s'intéresse au comportement, ça devient plus compliqué. Est-ce que les comportements sont codés par des gènes, hein, par plusieurs gènes? Alors là, quand on regarde chez les animaux, il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y a un travail qui est bien documenté. C'est le comportement hygiéniste des abeilles. Certaines abeilles ont la capacité de savoir reconnaître rapidement si une larve va être infectée ou pas par une bactérie. Si la larve est infectée, elle va mourir. Donc ces abeilles le voient très tôt et éliminent la larve qui est qui va dépérir et nettoie le rayon de façon à permettre à une autre. Bon. D'autres n'ont absolument pas cette capacité de voir que la larve est infectée. Et c'est marrant, ce comportement qui a été appelé hygiéniste est codé par des gènes. Donc c'est un comportement qui est codé par des gènes. Le travail a été vérifié une 30aine d'années plus tard, et bien entendu, il a été montré qu'il n'y avait pas un seul gène qui était, ça aurait été trop simple, il y en a 7, mais c'est bien génétique. Donc là, on a quelque chose de bien clair, montrant qu'un comportement peut être codé par des gènes. Alors après, une très très belle histoire qui va faire rire tout le monde, pas rire mais sourire, mais c'est intéressant, ça a fait à la fois la une des grands journaux scientifiques, mais aussi de Elle, de Gala, enfin bref, je vais vous déterminer ça, vous expliquer ça. C'est le côté, alors regardez ces petits animaux, c'est magnifique, c'est des campagnols, c'est magnifique, et donc il y a 2 espèces de campagnols. Le campagnol des prairies, qui a comme caractéristique de fonder une famille, d'avoir des petits, et le couple est stable toute la vie. Ils élèvent leurs petits, une fois qu'il y a eu un contact entre un mâle et une femelle, ils vont être attachés. On parle d'attachement, c'est un comportement, l'attachement, qui va perdurer toute la vie. Le mâle et la femelle élèvent leurs petits. Par contre, le campagnol, son cousin, le campagnol des montagnes, c'est pas du tout la même chose, lui, il est volage. Il est volage. Et donc, l'équipe de Larry Young aux États-Unis, à Atlanta, a voulu essayer de comprendre le pourquoi. Et donc, il a cherché. Alors, on savait, en tant que neuro-endocrinologiste, on sait qu'il y a certaines hormones qui vont jouer sur l'attachement, et donc 2 hormones qu'on connaît bien, enfin, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, l'ocytocine et la vasopressine, qui sont impliquées là-dedans. Et donc, ils ont cherché, et ils ont découvert que ce caractère, hein, volage ou non volage, ou monogame ou polygame, était lié simplement à la présence d'un récepteur à cette vasopressine chez le mâle dans une zone donnée du cerveau. Je crois que c'est le noyau accumbens, peu importe. Donc, dans une espèce, il y a ce récepteur à cette hormone de l'attachement, dans l'autre, ça y est pas. Et alors donc, la preuve pour démontrer que réellement ce comportement était bien lié à la présence ou l'absence de ce récepteur, c'est quelque chose de magique qu'on est capable de faire. Maintenant, on est capable de transférer un gène chez un animal. Donc, on a pris un campagnol des montagnes qui était volage, à qui il manquait un récepteur à la vasopressine dans le noyau incumbens. On lui a injecté le récepteur à la vasopressine, on a entendu un peu, et après, que croyez-vous qu'il advint? Ben, il est devenu sage. Alors, c'est bien entendu statistique sur une grande cohorte d'animaux, c'est validé. Hein, ça n'a pas une valeur prédictive, ça marche à 100%, mais globalement, cet attachement est lié à la présence d'un récepteur. Donc, le caractère. Alors, vous allez voir, on va venir à l'homme après. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est intéressant, donc, donc, ce que je voulais vous montrer, donc, bien entendu, j'ai choisi quelques exemples. Hein, le campagnol, c'est un très, mais vraiment, il y a un travail scientifique énorme de fait là-dessus qui est très très convaincant et qui est vraiment très beau. On en rigole, ça se présente bien, mais c'est vraiment un beau travail. Donc, la génétique peut expliquer, bien entendu, les effets morphologiques, mais aussi certains comportements.
Et chez l'homme, suite. Alors, chez l'homme. Ben, chez l'homme, on va commencer par quelque chose de très simple. Bien entendu, la génétique est importante, notamment dans la détermination du sexe biologique. Hein, vous savez tous qu'on a un chromosome, les femmes ont 44 gènes, plus 2, les chromosomes sexuels, XX, donc on a un sexe biologique féminin, XY masculin. Et sur ce gène Y, sur ce chromosome Y, il y a un gène qu'on appelle SRY, c'est lui qui a déclenché le fait qu'on soit de sexe masculin ou féminin. À la naissance chez l'homme, l'œuf se développe et féminin. On part pour un développement féminin. Et au bout d'un certain temps du développement, si le gène SRY est présent, il va y avoir tout un mécanisme qui va déclencher, qui va se mettre en place, qui va empêcher le système féminin de se développer et qui va lancer le programme sexe biologique masculin. Donc, le sexe biologique est bien déterminé par un gène. Bon, alors les yeux, la peau, c'est aussi évident, on connaît, mais maintenant, passons au comportement, et là, c'est un peu plus compliqué. Si on veut regarder l'influence donc de l'éducation, des apprentissages sur, si on veut regarder la transmission des caractères, donc l'influence du milieu sur les caractères, il faut travailler sur des jumeaux, des vrais jumeaux. Des vrais jumeaux qui vont être élevés dans des conditions différentes. Donc, c'est des corps qui sont durs à réaliser parce que c'est automatiquement des vrais jumeaux qui ont été abandonnés et qui ont été placés dans deux familles d'accueil différentes. Donc, les cohortes sont très, très faibles. Il y a plusieurs études qui sont sorties et quand on regarde bien, donc, selon l'étude que l'on lit, oui, on s'aperçoit que les deux jumeaux, même s'ils ont été élevés dans différentes familles, ils ont les mêmes... ils votent de la même chose, la même façon, ils croient à la même chose, ils aiment salé ou pas salé. Mais quand on regarde, quand on fait une analyse statistique, une méta-analyse, en reprenant l'ensemble des corps, il n'y a pas de consensus. On ne peut rien dire. Les études qui sont faites sur trop peu ne veulent rien dire. Donc ça, c'est très clair. Il n'y a pas de, il n'y a pas de corrélation. Ça a été validé par une conférence de consensus en 2003. Par contre, ce qui est... oui. Donc, c'est pas net. Les comportements, c'est plus compliqué que ça. On va y venir plus tard. C'est sûr que les gènes peuvent jouer, mais bien entendu, pas que. Et donc, d'abord, il y a tout ce qui est éducation et tout ce qui est acquis. Donc, pour l'homme, on n'a pas trouvé de comportement hygiéniste, comme chez l'abeille. Donc, pour l'instant, au niveau consensus, il n'y a pas de preuve. Alors, bien entendu, je reprends mon histoire de campagnol chez l'homme. Est-ce qu'on peut mettre en place un test de fidélité de son partenaire? Ben oui, c'était évident. Et bien entendu, il y en a qui ont filé et qui se sont mis à essayer de chercher là-dessus. Oui, bien entendu, on trouve plusieurs formes de récepteurs à la vasopressine. Ce fameux récepteur qui, selon qu'il était présent ou pas, donnait un caractère volage ou monogame. On en a trouvé 17 formes, et puis après, on s'est mis à faire des analyses statistiques. Hein. Il a telle forme, donc il va être plus ceci, plus cela. Vous inquiétez pas, on n'arrive pas à avoir des résultats bien statistiques. Bon, bien entendu, ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est pour ça que je vous disais que ça avait fait la une de matchs, enfin bref. C'est comme le gène de l'homosexualité, hein. Vous avez vu ça il y a 10 ans. Bon, il y a certains qui s'engouffrent là-dedans au niveau des comportements. Comme je le disais, cette conférence de consensus, 2002, dit que le comportement au niveau des humains, c'est quelque chose de complexe. Bien entendu, les gènes sont impliqués. Il y a une part, mais il y a aussi toute l'éducation, l'expérience qu'on a pu acquérir qui va moduler, et on va le voir dans la troisième partie. Donc, l'apparence physique est liée au génome. Mais par contre, pour les comportements, il n'y a pas de comportement significatif. Alors oui, la dépression, oui, quand même, vous montrez que la dépression, c'est une maladie. On sait qu'au niveau du cerveau, vous avez une hormone, un facteur qu'on appelle le BDNF, Brain Derived Neurofactor, qui peut être muté ou pas chez certaines personnes, et c'est un facteur qui est très important pour le développement du cerveau. S'il y a une mutation qui apparaît, eh bien, sur des cohortes là importantes, il est clair que les gens qui sont porteurs de cette mutation auront plus tendance à être dépressifs.
C'est pour ça que on dit que la génétique n'explique pas tout, mais franchement, quand on a certaines mutations, si on combine plusieurs effets, ça peut avoir des effets qui laissent à penser que d'un point de vue génétique, certains comportements ou certaines maladies vont être induites. Alors, cette première partie vous montrait que la génétique expliquait tout, mais les comportements, pas trop. L'épigénétique, vous allez voir, ça explique la suite. Vous vous rappelez, quand je vous ai parlé d'épigénétique, je vous ai dit que l'ADN était compacté dans le noyau. 1 mètre en 10 microns. Eh bien, vous allez voir que, donc, vous avez l'explication, voilà, vous avez des protéines qui enroulent l'ADN, et les gènes, ils sont là. Mais un gène, quand il est compacté, il ne sert à rien. Pour qu'il puisse être utilisé et lu, il faut débobiner l'ADN de façon à ce qu'il puisse être utilisé. Et pour être débobiné, eh bien, il va falloir modifier cet ADN. Et cette modification, c'est les facteurs épigénétiques qui vont moduler. Alors donc, c'est des modifications chimiques, hein, des méthylations, des acétylations, à la fois soit de la bobine qui entoure l'ADN, soit directement de la chaîne. Donc, ce qui est important, et là ce qu'on voit, c'est l'épigénétique, ça traite de l'utilisation de l'information génétique. La génétique, c'est j'ai l'information, et l'épigénétique, c'est comment je l'utilise. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai un coffre-fort, à l'intérieur du coffre-fort, j'ai plein d'argent, mais j'ai perdu la clé. C'est la génétique, et je l'ai l'argent, il est là, c'est des lingots, c'est ceci, c'est cela. Je l'ai, mais je ne peux rien en faire, je ne peux pas l'utiliser. L'épigénétique, c'est « ah, j'ai la clé, je vais pouvoir l'utiliser ». C'est ça. Eh bien, ce qu'on va voir dans les prochaines diapositives, c'est comment comment certaines expériences donc, modifient cette utilisation du génome. On a un génome, mais après, vous allez voir que l'expérience, le comportement va modifier l'utilisation du génome. Et ça a des conséquences énormes. On passe sur les exemples. Donc, ça, c'est un peu la preuve de l'épigénétique, des expériences magnifiques qui ont été faites sur des invertébrés. Le planaire, c'est un petit ver, un ver d'eau douce, qui a une capacité remarquable. Louis XVI aura adoré. On lui coupe la tête, ça régénère. Génial. Donc, on peut conditionner cet animal. Donc, on lui met de la lumière, il va vers la lumière, et quand il est vers la lumière, une petite décharge électrique. C'est un conditionnement pavlovien. On fait ça plusieurs fois. On forme donc sa mémoire synaptique, hein, puisque, comme je vous l'ai expliqué, ça, c'est lié à l'établissement d'un réseau neuronal. Et puis après, il est conditionné, on lui coupe la tête. Ça repousse. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez quand la tête repousse? Est-ce qu'il va être conditionné ou pas? Et la réponse est oui, statistiquement. Donc, ça, c'est la preuve que les réseaux neuronaux n'expliquent pas tout. Il y a une autre. Et l'explication, quand on va regarder, c'est qu'il y a eu des modifications épigénétiques de certaines parties. Alors, deuxième expérience qui est faite cette fois-ci sur l'aplysie, un très beau modèle aussi sur lequel Candel a eu un prix Nobel pour avoir découvert, si je me rappelle bien, les réseaux neuronaux. Eh bien, pareil, on conditionne l'animal. Mais cette fois-ci, on va prendre un extrait de son cerveau, un extrait d'un animal conditionné, on l'injecte à un animal naïf, eh bien, on s'aperçoit qu'une partie du conditionnement persiste. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre forme de mémoire qui va permettre au conditionnement de perdurer, qu'on va retrouver chez l'animal naïf, qui n'a pourtant pas été. Donc, il y a un autre type de mémoire que le type de mémoire électrique. Et ça, donc il y a énormément de travaux qui ont été faits. Ça montre que ça explique que ça, c'est lié à des modulations épigénétiques du génome. C'est-à-dire, il va y avoir des traces qui vont montrer que, dans certaines conditions, certains comportements permettent d'utiliser ou de ne pas utiliser le génome. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Quelques exemples. Le stress. Très beaux travaux de Murgatroyd et collaborateurs sur des ratons. Oui, donc un stress très très fort qu'on peut provoquer, c'est donc on prend une femelle qui vient de mettre bas, on sépare les petits. Le stress de séparation, vous l'imaginez, c'est un stress très très fort. Et donc on va s'apercevoir que ces petits ratons qu'on élève au biberon, ils vont avoir un niveau de cortisol énorme pendant toute la vie. Et ce comportement, il va pouvoir se transmettre même au-delà d'une génération. Donc, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est lié à ces modifications épigénétiques? Eh bien, Murgatroyd a beaucoup travaillé en essayant de comprendre. Et bien entendu, ce qu'il a découvert, c'est qu'on revient à l'axe du stress. Alors, l'axe du stress, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Hein. Chez l'homme, il faut savoir que c'est régulé d'une part par le cerveau, notamment ce cerveau limbique qui va sécréter certaines hormones, qui vont aller agir sur l'hypophyse. L'hypophyse, ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'est une glande qui synthétise énormément d'hormones qui vont passer dans le sang, qui vont réguler certaines fonctions. Eh bien, on s'aperçoit, et puis alors donc, quand on s'intéresse au stress, il y a deux hormones, la vasopressine et le CRF, qui donnent une première hormone qui va agir au niveau de la surrénale, qui va former le stéroïde. C'est l'axe du stress. Eh bien, qu'est-ce qu'a montré Murgatroyd? C'est simplement que ces animaux qui avaient été stressés à la naissance, ils ont une modification épigénétique toujours de ce récepteur à la vasopressine. Et donc, le gène est hyper stimulé. Et donc, quand j'ai beaucoup de vasopressine à cet endroit-là, eh bien, je vais lancer ma production de cortisol toute la vie. Donc, la preuve est qu'un stress, un comportement addictif, un comportement donc un stress, ça vous perturbe donc l'utilisation d'un gène et ça peut perturber pendant toute la vie. Maintenant, chez l'homme, très très beaux travaux d'une équipe québécoise qui s'est intéressée aux conséquences de mauvais traitements physiques, sévices sexuels, négligence affective chez les enfants. Et donc, il est possible de regarder, d'avoir un suivi longitudinal de ces enfants qui ont subi ce genre de sévices, et on s'aperçoit que 70% des enfants qui ont subi ce genre de sévices, eh bien, présentent des troubles psychiatriques importants. Donc ça, c'est quelque chose de bien défini. Et bien entendu, il était possible de faire des prélèvements et de regarder ce qui se passait. Eh bien, comme pour le stress de séparation, il y a une modification des gènes qui sont impliqués dans l'axe du stress. Et c'est ceci qui explique aussi que ces enfants aient des troubles psychiatriques. C'est lié donc, là, cette fois-ci, une modulation épigénétique du récepteur au glucocorticoïde qui est lui aussi impliqué dans l'axe du stress. Donc vous voyez, on peut trouver, en jouant sur l'axe du stress, un rôle de l'épigénétique. Alors là, vous allez me dire, vous nous donnez des informations qui sont un peu négatives, c'est tout négatif, le stress, les sévices. Il y a aussi... Non, c'est bon. C'est bon. Il y a aussi des bons côtés dans l'épigénétique. Le maternage. Eh bien, le maternage, c'est aussi une question d'épigénétique. Une mère qui élève bien ses petits, eh bien, c'est qu'elle a été bien élevée par ses petits. Et elle va transmettre à ses petits, à ses parents. Oh là là, excusez-moi. Là, c'est le stress. À ses parents. Vous suivez, c'est bien, hein, je veux dire. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce comportement est lié encore à une modification épigénétique d'un récepteur qui est impliqué, le récepteur à l'estrogène. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi des aspects positifs dans l'épigénétique. Alors, d'autres, ça explique aussi plein de choses. Le choc post-traumatique, on en parle beaucoup. Les soldats qui rentrent de terrain où ils ont vu des choses horribles. Le Rwanda, ça a été beaucoup étudié sur des cohortes de personnes qui avaient vu des personnes égorgées ou d'autres qu'on n'avait pas vues. Eh bien, on s'aperçoit, quand on compare les marques épigénétiques des génomes d'une population qui a vu des égorgements massifs ou qui n'ont pas vu, il y a des modulations épigénétiques toujours de cet axe du stress. Et continuons, le tabagisme, les pesticides, là, il y a énormément de travaux qui vont aussi là-dessus et qui montrent que ce milieu, ça modifie aussi l'expression de certains gènes et donc c'est vraiment important. On pense aussi, mais ça j'aurai pas le temps de détailler, on pense aussi que la maladie d'Alzheimer pourrait aussi impliquer des modifications épigénétiques, mais bon, pour l'instant c'est c'est une piste de travail qui est évoquée. Alors, les conséquences pour nous de cette épigénétique. Donc, simplement, ce qu'on vient de voir, c'est qu'à côté de la mémoire électrique, on a une mémoire chimique. Et cette mémoire, elle est modulée par les acquis, par ce qui se passe dans notre vie. Par soit, on l'a vu, par des comportements
hein, notamment le stress, et ça, les acquis, ça module l'utilisation de notre génome. Ça, c'est vraiment important. Et ça explique pourquoi, des fois, on voit des comportements apparaître qui perdurent pendant une génération ou deux, qui s'arrêtent. Alors on dit, on ne comprend pas, c'est pas normal, la grand-mère n'était pas comme ça, pourquoi? C'est probablement l'épigénétique qui explique ça. Alors, l'environnement naturel et humain est capable de moduler l'expression de nos gènes de façon durable par des mécanismes épigénétiques permettant à l'organisme de s'adapter. Ça peut être positif, la résilience, le bonheur, c'est probablement lié à ça, hein, ou négativement, le stress, la dépression, le choc post-traumatique. Lisez Boris Cyrulnik si vous voulez avoir un peu plus de rapport sur le bonheur. On pense que, bien entendu, ça joue aussi là-dessus. Assurer, donc, les conséquences que ça a pour nous en tant qu'éducateurs, eh bien, ça veut dire, mais ça, je pense que ça a été traité ici, notamment par Dominique Bucheton avant, qui travaillait sur l'atmosphère d'une classe. Ça vaut vraiment le coup de travailler une atmosphère sereine, calme. On ne va plus en classe avec la boule, hein, la boule au ventre, des fois, s'il y a des petits problèmes. C'est vraiment important de travailler dans une atmosphère calme pour ne pas créer des problèmes. Et c'est vraiment important pour les processus d'apprentissage. On va le voir encore plus avec la deuxième partie. Donc, l'expérience, et là, je vous parlais de revenir sur l'inné et l'acquis, et il est clair que là, on comprend comment l'expérience personnelle de chacun peut s'inscrire dans notre génome, et ça de façon relativement stable. Des fois, ça dure une génération, des fois 2 générations. On n'a pas encore une bonne connaissance de la durabilité de ces modifications épigénétiques. Et bien entendu, on travaille à mettre au point certaines drogues qui vont moduler l'existence de ces traces épigénétiques. Donc vous voyez, l'épigénétique, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe entre l'inné et l'acquis. Et donc, on a une explication scientifique un peu sur ce point-là. Dernier point, je suis bien là, au niveau temps, c'est bon? Alors, je vais terminer par quelque chose, alors, que vous connaissez peut-être pas. Si je vous dis neurone miroir, ça vous évoque quelque chose? Non, mais vous allez voir, au niveau apprentissage, c'est aussi quelque chose de vraiment, vraiment important. Alors, les neurones miroirs. Alors, donc, ça a été découvert, diapositive suivante, ça a été découvert, récemment, en 1990, dans un laboratoire italien de Isolati. Et donc, ces gens travaillaient sur le cortex moteur du singe. Donc, pour cela, je vous ai parlé d'une zone motrice. Donc, le singe était implanté avec une électrode. Hein. Ça se fait simplement, c'est pas invasif. Et donc, il regardait la conséquence du fait de prendre une banane sur une réponse électrique dans un certain un système de neurones. Eh bien, donc, pas de problème. Donc, le singe prend la banane, il y a un signal au niveau de tel système neuronal. Et un jour, dans la pièce, il y avait l'expérimentateur, le singe, mais il y avait une autre personne. Et cette autre personne, elle a pris la banane à la place du singe. Et le singe était appareillé. Et ce qui était intéressant, c'est que le singe, il y a un signal identique à celui qui apparaissait quand le singe prenait la banane, qui est apparu. Donc les gens se sont dit, c'est une erreur, là, il y a un problème. Donc ça a été refait, revalidé, et là c'est clair. Faire une action, regarder faire une action, ça active certains neurones de la même façon. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est bien pour ça qu'on parle de neurones miroirs. C'est-à-dire que le singe, quand il a vu quelqu'un faire la même chose, il a activé son même cortex moteur. Donc ça, au niveau apprentissage, c'est énorme, énorme. Donc, faire et voir faire implique l'activation de circuits neuronaux semblables. Ces neurones miroirs sont présents dans différentes zones du cerveau. Alors, tous les neurones ne fonctionnent pas comme ça, mais on en a à la fois dans des zones qui sont dédiées à des actions motrices, mais aussi dans des zones émotives. Et vous allez voir les conséquences que ça a. Diapositive suivante. Et oui, quelques exemples. Et maintenant, vous allez voir, ça va s'éclairer. Pourquoi bébé sourit quand il voit ses parents sourire? Eh bien, on pense que c'est lié aux neurones miroirs. Parce que le fait de regarder, alors bien entendu, ça va activer
certains neurones, faut pas, là je schématise peut-être un peu trop, mais certains neurones d'un circuit moteur qui vont impliquer les muscles qui vont contracter les lèvres. Je schématise un peu pour que vous compreniez, mais en gros c'est ça. Pourquoi on dit un bon bailleur, on fait bailler 7? Alors, bon, ça, c'est des choses qui sont c'est pas de la science-fiction, hein, puisque ces neurones miroirs existent. Il ne faut pas peut-être aller trop loin dans l'interprétation, on le verra, mais on va voir. Ce qui est important, c'est que ça marche aussi pour tout ce qui est émotif. Quand certaines personnes sont déprimées, sont anxieuses, par imagerie cérébrale, il est possible de voir qu'elles ont certaines zones du cerveau qui sont stimulées. Eh bien, si on met dans l'appareil, dans l'IRM, donc une personne saine et qu'on lui présente des images de personnes stressées, angoissées, il va y avoir les mêmes zones qui vont s'activer. Donc, ressentir une émotion ou voir une émotion, ça va aussi activer les mêmes zones. Donc, vous voyez, il y a des zones, il y a des neurones miroirs, à la fois dans des zones du cerveau qui sont motrices et qui gèrent l'émotion. Et donc, ça explique la contagion émotionnelle. Et oui. Donc, par un message non verbal, quand quelqu'un arrive, fait un grand sourire, de façon non verbale, on sait que ça va bien, et ça peut avoir une conséquence sur l'atmosphère globale du groupe. Quand on arrive stressé, énervé, eh bien, c'est pareil, mais c'est dans l'autre sens. Et là, c'est plus négatif. Donc, la contagion émotionnelle peut... Alors là, hein, c'est des hypothèses, hein, Boris Cyrulnik va bien avant, mais globalement, il y a des preuves scientifiques pour montrer que ces neurones miroirs existent. Alors vous allez me dire, bon, très bien, c'est déjà écrit, quand je regarde un match de foot assis sur ma banquette, est-ce que j'ai fait ma dose de sport? Eh ben non, désolé, non, ça marche pas. Ça marche pas. Faudrait quand même pas exagérer, mais hein, c'est-à-dire que tout ne fonctionne. Il ne faut pas mettre les miroirs à toutes les sauces en disant que ça va être la panacée universelle. Mais par contre, c'est intéressant de connaître ce fonctionnement. Alors, diapositive suivante. Et j'arrive à la fin. Donc, les conséquences que ça a. Les conséquences que ça a, comme je vous le disais, savoir créer une atmosphère sereine, calme au sein d'un groupe, est un gage de meilleures relations, d'échanges fructueux. Parce que la communication, comment dirais-je, les émotions peuvent se voir c'est des messages non verbaux, mais le cerveau est capable d'analyser. Et donc, on peut se mettre au diapason. Si quelqu'un arrive stressé, si vous êtes stressé, et comprend, ça va avoir des conséquences sur les apprenants et vice-versa. Si on voit un groupe, si on voit qu'on prend une classe stressée, il va falloir, nous aussi, ça va nous mettre en résonance, je dirais. Hein. C'est peut-être. Donc, il faut faire attention à ça et l'intégrer. Donc, travailler en petit groupe, alors, au niveau apprentissage, c'est aussi remarquable, ces histoires de neurones miroirs. Parce que faire et regarder faire, c'est un peu la même chose, mais ça, c'est drôlement important au niveau apprentissage. Ça veut dire que privilégier des séances où on travaille en petits groupes, où il y en a un qui fait, l'autre qui regarde, eh bien, ça va permettre, même à ceux qui ont des difficultés, de regarder, se dire, je vais peut-être y aller, je vais peut-être le faire. Le fait de regarder son collègue faire, ça va l'inciter à faire. Et en communication non verbale, eh bien, il va y avoir de l'apprentissage qui va se faire. C'est sortir de sa zone de confort, hein, pour reprendre des thématiques qu'on connaît bien. Donc, c'est vraiment intéressant, cette notion de neuromiroir, et ça conforte l'idée qu'il faut travailler en petits groupes, de regarder faire et de faire ensemble. Donc, comprendre, encourager l'autre par des gestes, des attitudes de type d'intervention non verbale, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser suite à, je dirais, ces découvertes des neurones miroirs. Voilà. Alors, donc, là, j'en ai fini. Donc, j'en ai fini sur les 4 thématiques. Je vais essayer de conclure quand même. Donc, voilà. Donc, mon propos, hein, j'ai balayé, je parle vite, je vous ai donné énormément d'informations. Mon souci, vous l'avez compris, c'était de dire, nous, scientifiques, il y a des choses qu'on fait sur des animaux, mais aussi sur des malades. On travaille avec l'hôpital, on découvre certaines choses. C'est fait sur certaines cohortes qui ont une certaine taille, mais ça donne des idées. Et bien entendu, loin de nous, l'idée, je pense que ça, tout scientifique vous le dira, c'est que c'est des pistes de travail qu'il faut avoir à l'esprit pour mettre en place des pédagogies innovantes, en ayant en tête que globalement,
ça peut aider, hein, notamment ces neurones miroirs, ça doit pouvoir intéresser. Et notamment, si je regarde bien, eh bien, les concordances qu'il peut y avoir entre les pédagogues et les découvertes récentes, ben, il y en a de nombreuses. Hein. Quand on essaye maintenant de faire un lien, ces concordances sont importantes. En éducation nouvelle, on dit qu'il y a 4 piliers. Hein. Il y a l'importance du milieu, l'importance du groupe, de l'individu, l'agir. Eh bien, quand on regarde bien, tout ce qui a été découvert au niveau scientifique, ça valide. Hein, ça valide ce qu'a fait Freinet, ça valide ce qu'a fait Montessori. Hein. L'importance du milieu, ben oui. Hein, quand on est un milieu riche, on apprend mieux parce que votre réseau de neurones va se densifier plus. Si le milieu est défavorable, hein, notamment des pesticides, attention, il peut y avoir. Donc, l'importance du milieu. Montessori a aussi travaillé sur, c'est bien d'avoir des grandes classes pour pouvoir travailler en petits groupes, pour pouvoir avoir les moyens de sa pédagogie. Travailler en petits groupes, on l'a vu avec les neurones miroirs, c'est hyper important pour avoir, donc pour développer ça. L'importance du groupe, de l'individu, on l'a vu donc avec les interactions, avec les neurones miroirs et la contagion émotionnelle. Le respect de chacun, la bienveillance. Travailler en groupe aussi, c'est respecter les règles. Respecter les règles, ben oui, c'est faire travailler son cerveau inhibiteur. Donc vous voyez, on peut essayer d'établir des liens. Hein. L'agir, alors l'agir, c'est quelque chose d'important. Je vous rappelle qu'au CMEA, le A de CMEA, c'est l'action. Hein. Centre d'entraînement, méthode d'éducation active. Donc on l'a vu clairement, l'action, hein, ça permet de construire une mémoire qui est liée donc à une plasticité neuronale. Bon, au niveau apprendre, ben c'est clair. Hein. On a vu qu'il fallait répéter les approches pédagogiques, utiliser tous ses sens, critique, travailler en petits groupes, favoriser l'attention, l'engagement de chacun. Donc, je vais terminer simplement avec ce petit schéma. Ben oui, apprendre, c'est remplir une bouteille. C'est remplir ce cerveau qui a des capacités énormes. Et donc, ben, il faut entrer des savoirs, mais il faut utiliser un entonnoir. Et donc, il faut trouver le bon entonnoir, et l'entonnoir, c'est la pédagogie. Et donc, j'espère que avec les quelques exemples que je vous ai montrés, j'ai essayé d'établir des liens, ça vous donnera des idées pour développer des pédagogies innovantes et trouver les bons types d'entonnoirs pour continuer. Non, j'ai encore une diapo avant de vous remercier. Avant de vous remercier, diapositive suivante, oui, mais je vais quand même, parce que sinon je vais l'oublier, tu m'envoies la diapositive d'après. Ben oui, avant de vous remercier de m'avoir écouté, je vais quand même remercier tous les gens qui m'ont aidé à présenter cette conférence. Donc, remercier les partenaires donc du Mercredi des Savoirs hein, qui sont listés là. Remercier donc l'équipe des CMEA qui m'ont aidé, donc Louisa, Mireille, Christine, ainsi que le Labo des Possibles pour son accompagnement et le personnel de la faculté d'éducation qui nous a bien reçus et qui nous a permis de travailler dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Avant de conclure complètement cette conférence, il nous reste 10 petites minutes ensemble. Et l'idée, c'est de faire de nouveaux appels à la synthétiseuse, au relieur et au titilleur. Alors, j'ai été plus concise ce coup-ci. Alors, pour synthétiser la troisième partie, les 3 phrases que j'ai choisies sont les suivantes. La première, c'est que la génétique, c'est à la fois stocker et dupliquer les informations et que du coup, on a une énorme capacité de stockage, x puissance plein de 0. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que chez l'homme, les comportements sont complexes et que la génétique n'explique pas entièrement le comportement et donc il n'y a pas de corrélation entre le comportement et les gènes. Il peut y avoir une influence, mais pas uniquement, et donc il y a le rôle fondamental de l'environnement. Ça, c'était ma deuxième phrase. La troisième, c'était pour redéfinir l'épigénétique, parce que moi, je n'y connais pas trop, donc il fallait clarifier. L'épigénétique, c'est comment j'utilise l'information du gène. C'est une autre forme de mémoire qui, elle, est chimique, alors que la mémoire liée au gène est électrique. Du coup, les mots-clés qui sont au nombre de 4, c'est gène, épigénétique, comportement et environnement. Donc ça, c'était pour la partie 2.1 ou la partie 3, quoi. Et enfin, pour ce qu'on vient de voir, ce que j'ai relevé, c'est que faire ou regarder une action, ça active certaines zones neuronales de la même façon, qu'on le fasse ou qu'on le regarde.
La deuxième chose que j'ai notée et qui a fait sens pour moi, c'est qu'on transmet nos émotions à l'autre. Et enfin, pour mieux apprendre, il faut absolument prendre en compte l'importance du milieu, du groupe et de l'individu. Et pour mieux apprendre, il faudrait regarder, répéter, imiter, s'entraîner et surtout utiliser tous ses sens. Et donc, les mots qui m'ont semblé les principaux dans cette dernière partie sont le neurone miroir, l'imitation et la contagion émotionnelle, qui est un truc chouette. Moi, j'ai appris en vous écoutant que j'étais pas soumis finalement au fait d'être un campagnol des champs ou un campagnol des montagnes, que j'avais une marge de choix, une marge de manœuvre. Et cet espace, j'ai envie de l'appeler l'espace des valeurs. C'est-à-dire que je peux décider d'être l'un ou d'être l'autre. Cette question des valeurs en éducation, je voudrais la mettre en exergue à travers une opposition. D'un côté, le principe d'éducabilité, et de l'autre, des propos trop souvent entendus dans des salles des maîtres ou dans des salles des profs. Ah, lui, mais ne te casse pas, j'ai déjà eu son frère et sa sœur, il n'y a rien à faire. Sur la question des neurones miroirs et la dimension affective, je voudrais rappeler que nous pouvons faire la différence. On sait avec la théorie de l'attachement, avec John Bowlby, avec Mary Ainsworth, qu'on peut transmettre de l'anxiété ou on peut transmettre de la sécurité, de la réassurance. Et du coup, je me dis, on a intérêt à travailler sur nous-mêmes parce qu'on n'enseigne pas uniquement avec ce que l'on sait, mais beaucoup avec ce que l'on est. Alors, juste pour titiller, donc sur la partie génétique et épigénétique, vous avez parlé de maternage. Il faut penser, est-ce que c'est obligatoirement dévolu à la mère et qu'il n'y a pas d'autre maternage de substitution possible, alors soit le père, soit l'ami, soit la grand-mère, etc. Donc voilà, est-ce que c'est lié exactement à la mère au niveau des stress post-traumatiques? Sur l'épigénétique, toujours, donc on a bien compris qu'il y avait le milieu qui avait une importance considérable et qui pouvait faire exprimer un certain nombre de gènes. Vous avez évoqué l'environnement chimique qui peut avoir aussi une influence. On est tous baignés dans un milieu chimique actuellement. On parle de perturbateurs endocriniens. Est-ce que ces gènes-là vont s'exprimer, vont profondément modifier le code génétique de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants durablement? Voilà. Et sur la question des neurones miroirs, on se rend compte que les gens qui se sont occupés d'éducation depuis une centaine d'années ont ressenti des choses dans leur façon de travailler, que ça semble corroboré par les dernières découvertes sur le cerveau. Et alors, ma question pour titiller, est-ce qu'il faut absolument faire des écoles spéciales Montessori où on va mettre ensemble des milieux et des enfants qui seront dans un milieu particulier avec une pédagogie particulière, ou bien est-ce que tout simplement l'éducation nationale pourra se saisir de l'ensemble de ces questions sans mettre à part un certain nombre de gamins dans des écoles particulières, privées et sélectionnées? Je sais que le temps est court, mais il y a quelques questions que j'ai notées et auxquelles je peux répondre en attendant. Donc je vais répondre aux dernières là. Est-ce qu'il faut faire des écoles spéciales type Montessori et qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'éducation nationale? Je pense que oui, c'est important de connaître les éléments que je vous ai donnés. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites, hein. Bien entendu, hein, vous connaissez tous le livre de Céline Alvarez. Bon, il y a des plus, il y a des moins. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est avoir la possibilité, hein, quand un scientifique travaille, qui montre qu'il a obtenu certains résultats, c'est une preuve de concept. Mais après, il faut essayer de le développer partout, de façon à voir si réellement ça marche partout, en donnant les moyens à chacun de pouvoir mettre en place cette théorie et de regarder sur un grand nombre si ça fonctionne. Et ça, comme je vous le disais, le scientifique, il vous donne des pistes pour essayer de travailler la pédagogie. Après, ça donne une preuve de concept et on se dit peut-être qu'il faut travailler là-dessus. Je pense que le dédoublement des classes, hein,
je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose, hein, notamment pour les apprentissages, parce que ça permet de travailler plus en proximité du jeune, de voir ses difficultés. Ça, c'est des bonnes choses. Montessori, le travail de l'agir, il y a des bonnes choses. Alors, est-ce que c'est possible de développer ça partout? Non, mais je pense que ce serait bon d'essayer de le développer. Au niveau de l'école de la République, tout le monde devrait avoir la même chance de pouvoir essayer de développer ces nouvelles approches, hein, pour essayer de gagner en qualité d'apprentissage et d'essayer d'avoir les mêmes moyens pour développer ces nouvelles pratiques. Donc ça, c'était pour répondre à une question que j'ai peut-être répondu rapidement. Alors, j'ai entendu aussi comme question l'épigénétique, on s'aperçoit du rôle de l'environnement, est-ce que finalement c'est permanent ou pas? Alors là, actuellement, c'est pas encore complètement résolu, même au niveau scientifique. Ces marques épigénétiques, mais des fois, alors selon le gène considéré, selon la cause qui a provoqué cette modification épigénétique, des fois ça peut durer. Alors là, pour l'instant, on n'a pas de recul chez l'homme, hein, mais chez les animaux, on s'aperçoit que ça peut durer des fois sur plusieurs générations, et des fois ça s'arrête. Alors, en plus, ce que j'ai pu lire, c'est que des fois, au moment de la fécondation, il y a une remise, dans certains cas, il y a une remise à zéro de ces marques épigénétiques. Pas dans d'autres, hein. Il y a des fameux gènes à empreinte, enfin, c'est encore compliqué. Donc, vous dire, ça va durer une génération, ça va durer 6 mois, 2 mois, c'est pas encore bien tranché chez l'homme notamment. Chez les animaux, c'est en train d'être étudié. Mais c'est sûr, ça joue sur un temps long, et des fois, chez l'animal, ça peut passer plusieurs générations. Je reprends en plus une question bien intéressante. J'ai parlé de maternage. Est-ce qu'on peut parler de paternage? D'ailleurs, c'était assez drôle, hein, démarrer par paternage, alors que j'ai parlé de maternage, mais ça permet de lancer le sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse à l'attachement. Je vous ai dit qu'il y avait 2 hormones qui étaient antagonistes qui jouaient, c'est la vasopressine et l'ocytocine. Et c'est très drôle, c'est que selon le sexe, tantôt ce sera l'ocytocine chez la femelle et la vasopressine chez le mâle. Donc, il y a aussi des comportements d'attachement qu'on observe chez le père, hein. Le campagnol mâle, il est capable, des prairies, il est capable de s'occuper de ses petits. Et donc là, il y a des différences. Bon, ça ne va pas jouer au niveau hormonal, ça ne va pas être tout à fait la même hormone, ça peut être des hormones opposées, donc qui peuvent jouer. Et bien entendu, le paternage, hein, je pense que c'est chez les pingouins empereurs aussi, ils se partagent, mais vraiment, c'est des couples qui, comment dirais-je, qui vivent toute la vie, qui couvrent le petit, donc le paternage, ça existe aussi. Est-ce que c'est épigénétique? Est-ce qu'on n'a pas fait? Hein, le campagnol, c'est bien connu. Ce qui se passe chez le pingouin, ça l'est moins. Donc voilà, j'ai commencé à... Alors, j'ai bien aimé aussi la réponse. On enseigne avec ce que l'on est. Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Quand je parlais d'entonnoir, c'est sûr qu'on enseigne sa façon d'être. Bien entendu, ça va conditionner la façon dont on apprend. Hein, notamment avec cette communication non verbale, et c'est vraiment quelque chose d'important à travailler. Et ça, je pense que c'est travaillé ici. Je pense qu'il faut un peu réfléchir. Hein. On n'est pas là pour remplir une bouteille avec des savoirs. Il faut vraiment, vraiment faire attention à comment je m'y prends. Et ça, c'est délicat. Et avant, il me semble qu'à l'école normale, on avait 2-3 ans de préparation, il y a très, très longtemps, mais on passait du temps sur la pédagogie. On avait plus de temps. Maintenant, on a un peu moins de temps pour travailler ça, et ce serait bon qu'on retrouve du temps pour, au niveau pédagogique, vraiment travailler. Hein. Bien entendu, il y a les contenus, il faut savoir enseigner un contenu, mais la façon dont on l'enseigne, et notamment sa façon de faire, c'est vraiment très, très, très important. Merci. Donc, il y a une question sur... il y a des questions donc, sur, à nouveau, les écrans, les neurones miroirs, qui sont un petit peu... que je mets ensemble, avec si les nouveaux écrans qui peuvent diffuser plus de 24 images secondes, quels effets et conséquences peuvent-ils avoir sur le cerveau? En même temps, avec est-ce que les neurones miroirs, eux, peuvent changer au cours de la vie? Est-ce que les neurones miroirs peuvent changer aussi au cours de la vie? Dans les autres questions, il y a... Donc ça, c'est une première partie de question. Il y a une question aussi sur
existe-t-il des travaux qui ont interrogé le lien psychogénéalogique et épigénétique? Quand on s'intéresse, c'est intéressant, ça je l'ai souvent fait en formation, on part, on se promène, et puis vous demandez aux gens de noter tout ce qui vous intéresse. Hein. Vous notez, on part se promener, soit dans un milieu naturel, soit dans une ville, et je demande aux gens de noter une vingtaine, une trentaine de choses, sans consigne. Et après, on analyse exactement ce qui a été noté. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que 80 à 90% des observations font référence à la vision. À la vision. Donc, globalement, ben, c'est les yeux. C'est toute l'information qui est envoyée au cerveau par le cortex visuel, qui est vraiment prééminente. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que les écrans, il faut faire attention, parce que déjà, rien que pour être en sécurité, ben, les yeux, enfin, on envoie au cerveau, mais une vingtaine d'images qu'il doit analyser. S'il y a un danger qui arrive, il faut tout de suite qu'on réagisse. Donc, le cerveau est surchargé. On dit des fois que le cerveau travaille qu'à 10%, c'est ce que je vous disais. Non, il est surchargé. Donc, pour faire la place à autre chose, au relationnel, au jeu, pour prendre le temps de réfléchir à un problème, mais il faut savoir diminuer l'information qui rentre, hein, notamment visuelle. C'est pour ça que je vous proposais des fois de fermer les yeux 2-3 minutes. Faites ça 2-3 fois par jour dans des conditions, vous allez voir, vous allez récupérer en sérénité. Donc, les écrans, bien entendu, ça monopolise le cerveau et ça l'empêche de faire autre chose, parce qu'un cerveau, il fonctionne à 100%. Et s'il est constamment assailli par des messages visuels, mais il n'aura pas le temps de faire autre chose. Donc oui, le risque, il est un peu là. Je vous disais aussi, et ça c'est quelque chose d'important, on a une vision binoculaire, on voit en relief. Qu'est-ce qu'on voit sur un écran? On voit en 2D. Hein, donc on reçoit déjà une information qui est, comment dirais-je, qui est appauvrie. Hein. Et puis on a un cadre, donc c'est important, c'est important. Donc les écrans, ça a des avantages énormes. Hein. Pour travailler cette conférence, j'ai recherché beaucoup d'informations. Ben oui, bravo les écrans, ça m'a permis, je connaissais des choses, j'ai été à droite, à gauche, mais il faut savoir se limiter. Hein. Ça se fait beaucoup, maintenant on essaye de faire des journées des semaines sans écran, hein, on essaye de... Ça devient une addiction aussi, donc il faut faire attention aux écrans. Donc les écrans... Alors, les neurones miroirs changent-ils au cours de la vie? Alors là, je dois dire que j'ai pas d'éléments de réponse. C'est assez récent au niveau découverte, hein, 1990. Donc ça explose. On commence à trouver des articles qui disent bon, attention, faut pas mettre les neurones miroirs à toutes les sauces. Ça n'explique pas tout. Alors est-ce que ça change? Est-ce que ça évolue? Ça, je dois dire que j'ai pas d'éléments de réponse. Alors, une dernière question qui est arrivée, c'est en fait, les neurosciences sont-elles la solution pour la pédagogie, les pédagogies et pour l'enseignement? Donc, on peut peut-être répondre ensemble, là, Gilles. Oui, vas-y. Les neurosciences sont un outil, en fait, qui sont peut-être à la disposition des enseignants pour comprendre le cerveau, mais les neurosciences étudient à la fois le cerveau, en fait, étudient qu'est-ce qu'est le cerveau, et en même temps, ce qu'a dit Gilles, donc on pourrait apprendre aux élèves leur fonctionnement pour savoir un peu tout ce qui est implicite dans l'éducation, c'est-à-dire comment apprendre, comment faire ses devoirs, apprendre à apprendre, etc. Oui, les neurosciences, je ne dirais pas que c'est un outil, mais ça vous donne des pistes, c'est ça. Hein. Le chercheur n'est pas un donneur de leçons, il découvre des choses, et tout chercheur sait bien qu'il découvre quelque chose, et on sait peut-être que dans 10-15 ans, ce sera autre chose. Simplement, on donne des pistes, et après, c'est à chacun de s'en saisir et de voir comment on peut le décliner, quelles conséquences ça peut avoir. Alors, dernière chose, bravo Gilles, je lis ce qui est écrit sur le post-it, bravo Gilles, vous êtes un merveilleux entonnoir, et pourtant je été néophyte malgré mes 73 ans. Merci.